Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse de rentrée en Savoie-Mont-Blanc. Donc pour faire un petit peu un tour d'horizon des chiffres clés en Savoie-Mont-Blanc sur le début d'année 2022. Vous savez qu'on a tenu une conférence de presse à la fin de l'année, début d'année 2022, pardon, pour faire le point sur les chiffres 2021. Mais désormais, nous faisons une deuxième conférence de presse, un petit peu un point d'étape qui se tient après l'été et ça donne une bonne tendance sur le début d'année sur nos territoires, que ce soit pour les marchés de la transaction, de la location et puis également de l'activité en montagne qui nous tient à cœur particulièrement sur nos territoires puisque, je vous le rappelle, près d'un tiers de nos adhérents FNAIM exercent leur activité sur les territoires de montagne. Très bien, donc je propose que l'on démarre cette conférence avec la répartition des ventes de logements tout d'abord, puisque nous pouvons vous indiquer que sur 1 175 000 logements vendus de mai 2021 à mai 2022, il y a un petit décalage par rapport à la date d'aujourd'hui, mais c'est normal, eh bien il y a 40 000 logements qui se sont vendus sur les territoires de Savoie-Mont-Blanc et de l'Ain, donc puisque je vous rappelle que notre chambre couvre les 3 départements que sont l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, même si le terme est Savoie-Mont-Blanc. Donc on a 45% de ces ventes, de ces volumes qui se font sur la Haute-Savoie, qui enregistre le plus gros volume et qui a également la plus forte population, avec 18 000 ventes, 11 000 un peu plus sur l'Ain avec 27% et près de 11 000, c'est très égal avec l'Ain pour la Savoie. Donc on peut voir avec maintenant ce graphique que on a l'évolution depuis 2014. Donc on constate que on est sur des niveaux de volume qui sont absolument historiques. On voit à peine en 2020, et quand je dis bien à peine, c'est qu'il faut quand même se souvenir qu'on a eu le confinement très dur avec l'arrêt quand même de l'économie pendant de nombreuses semaines, avec un deuxième confinement en fin d'année en 2020. Et malgré ça, on avait des volumes qui étaient très intéressants. Et on est revenu en 2021 à des records, bien au-delà déjà des chiffres très encourageants et enfin très importants de 2018-2019. Donc on voit que par rapport à par exemple 2014-2015, on est sur des volumes qui sont absolument incomparables. Donc il y a eu une augmentation de la fluidité des volumes de marché très important sur le territoire, mais France entière. Hein, je veux dire, c'est pas propre à nos régions. Donc le marché de la location, tout d'abord sur 2022. Donc on a ce tableau qui permet de présenter les loyers par département. Hein, donc c'est un indice label, donc du laboratoire économique du logement, du premier trimestre 2022. Avec pour l'Ain une hausse importante de 9,3% sur les baux signés. Quant à la Savoie, à la Haute-Savoie, on est sur des augmentations qui sont beaucoup plus mesurées, mais les montants médians au mètre carré sont à la base plus élevés, spécialement en Haute-Savoie, où on est à près de 14 € par mètre carré. Les loyers médians de marché dans les villes principales de nos territoires, on voit qu'il y a des écarts quand même relativement importants, mais ça, vous vous en doutez, puisqu'on va de 9,5 € par mètre carré sur l'Ain, en allant jusqu'à Annecy avec 15 €, Bourg-en-Bresse, je disais dans l'Ain, où c'est vrai que les loyers sont plus attractifs, mais connaissent des augmentations plus importantes. Alors pour quelles raisons ? Notamment parce que le phénomène Covid, désertion un petit peu des grands centres urbains, volonté de réorganiser quelquefois sa vie, je dirais que Bourg-en-Bresse notamment en a tiré parti, puisque Bourg-en-Bresse est une commune qui se situe à 2 heures de TGV de Paris. C'est également à 3/4 d'heure voire un peu plus de Lyon. Et quand on voit les prix qui se sont complètement envolés à Lyon, il y a aussi, que ce soit des acquéreurs en résidence principale ou des investisseurs tout simplement, qui se tournent vers ce marché qui est plus accessible, qui est relativement dynamique et qui connaît une évolution après en termes de loyer, ce qui est assez logique. Voilà, donc après vous voyez les différents territoires avec des augmentations, sauf sur Thonon-les-Bains où on a une légère baisse des loyers.
Ensuite, donc on a les baux en cours, hein, donc c'est pas la même chose que les baux signés dans la période. Hein. Les baux en cours, ça permet d'observer. Je rappelle qu'en plus, beaucoup de nos secteurs, mais c'est pas le cas de tous, mais certains de nos secteurs sont dans des zones dites tendues, donc en catégorie A, si bien qu'il n'est pas possible à la relocation d'augmenter le loyer sur ces territoires. Autant le loyer est libre à la première mise en location, mais après on ne peut pas augmenter le loyer. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il peut y avoir des prix qui sont plus stables, plus en stabilité sur ces secteurs notamment. Donc on est sur des loyers médians. Vallée de l'Arve, vous voyez, 12 €, avant-pays savoyard, 9 €, bassin d'Annecy, 14 €. On est sur le haut du panier sur nos territoires. Le Léman également, qui est à un peu plus de 13 €. Et puis les vallées de la Vanoise sont un petit peu en retrait en termes de prix, mais avec des marchés qui restent dynamiques, avec finalement assez peu de vacances locatives sur l'ensemble de nos territoires, avec toujours beaucoup de demandes, et plutôt une pénurie de logements d'une manière générale. Voilà, donc on pourra après répondre à vos questions, hein, mais je vais dérouler la présentation en passant par le marché de la transaction maintenant, toujours avec des données labels et de la FNAIM également Savoie-Mont-Blanc. Nombre de ventes et prix des logements dans la chambre. Donc là, c'est un document qui est assez intéressant, qui permet de faire un top 20 par commune. Alors évidemment, les communes, maintenant vous savez qu'Annecy regroupe toutes les communes, donc c'est un territoire beaucoup plus vaste. Donc d'ailleurs, ça modifie un petit peu la donne et le prisme, notamment en termes de prix. On a une grande disparité puisqu'il y a certaines communes maintenant je dirais Grand Annecy, qui restent à des prix qui c'est élevé évidemment, mais qui restent malgré tout bien moindres que les communes vraiment du top haut du panier en termes de tarifs et de demandes que sont Annecy-le-Vieux ou certains endroits d'Annecy, le Carré d'Or, etc. Donc là, on peut voir qu'évidemment, sans surprise, c'est Annecy qui a le plus grand nombre de ventes sur la période, hein, avec 2500 transactions hein, sur un parc de logements de près de 70 000 unités, dont les appartements, les maisons. On voit qu'il y a beaucoup plus d'appartements que de maisons et un prix qui est à une moyenne de 5 259 €. Voilà. Et puis le pourcentage de logements vacants depuis plus de 2 ans, et c'est un indicateur aussi qui est intéressant, et il est à moins de 1% Annecy. Après, bon, on ne va pas dérouler évidemment toutes les communes, je vous laisserai prendre connaissance du document. On peut voir que on a aussi des stations hein, qui font partie de ce classement, puisque Bourg-Saint-Maurice, en réalité, regroupe aussi des stations comme les Arcs, qui se situent autour, si vous voulez, de cette commune. C'est une question de code postal. Vous voyez, on a la Plagne tarentaise. On a également les Bellevilles, hein, les Bellevilles qui regroupent la vallée avec les Ménuires, Val Thorens, Saint-Martin et puis Saint-Martin voilà. Et Saint-Martin de Belleville. Voilà. Et effectivement, j'ai la confirmation de Jean-Jacques Botta, donc je ne dis pas de bêtises, ça me rassure. Voilà, donc on a un marché, malgré tout, on peut s'en apercevoir rapidement, qui est sur 12 mois, ses prix moyens. Les prix moyens sont sur 3 mois, par contre. Hein, le nombre de ventes, c'est sur 12 mois. Donc les prix moyens, on voit qu'on a quand même des écarts relativement importants. Hein, bien sûr, c'est ce qui marque aussi notre région, hein, nos départements, puisque si on prend l'exemple de Val-sur-Rhône, hein, autrefois appelé Bellegarde sur Val-sur-Rhône, donc Val-sur-Rhône, qui est finalement plus qu'à moins de 45 minutes de Genève, finalement, mais c'est suffisamment loin pour être un petit peu moins cher, parce qu'il y a plus de trajets, hein, et spécialement en ce moment, on sait que ça a un impact. Donc on est sur, puis il y a moins d'attractivité par rapport à la ville en elle-même, hein, c'est classique, donc on est à moins de 2500 € sur le prix moyen, hein, sur les présentations de stade qu'on peut vous donner. Cluse aussi, vous êtes un petit peu en dessous. Bonneville, c'est quand même davantage. Voilà, hein, Albertville, vous voyez, 2200 €. Bourg-en-Bresse aussi, plutôt 2000 €. Et puis, à l'opposé, on a des villes qui caracolent et qui sont notamment très dynamiques, comme Aix-les-Bains, avec plus de 4400 € le mètre carré. Aix-les-Bains qui connaît une forte demande et il n'y a pas suffisamment, je pense aussi, de biens sur le marché pour satisfaire toute la demande. Ensuite, nombre de ventes de logements dans la région.
Hein, donc c'est quand même intéressant de faire un petit focus et de se comparer à nos voisins, hein, avec ce tableau qui permet de voir que nous avons, si vous voulez, en nombre de ventes, une augmentation sur tous les territoires. C'est ça qui est important de mettre en avant sur cette présentation, sur ce tableau, sur cette slide, hein, puisque nous avons sur l'Ain plus 11%, si vous voulez, hein, en nombre de ventes. Hein, c'est pas les prix, ça bien sûr. L'Ardèche 14,5%, la Drôme 12%, l'Isère 13%. Et finalement, nous, Savoie, Haute-Savoie, sur les secteurs-là qui sont finalement les plus dynamiques de nos territoires, ben on a moins de 10% d'augmentation de volume de vente, et on voit que le Rhône est à plus 5%. Donc on a peut-être un marché qui commence à être un petit peu en saturation, avec des prix surtout qui se sont complètement envolés, et puis avec des contraintes aussi sur l'encadrement des loyers et ce genre de choses qui ne poussent pas certaines personnes à investir et à continuer à croire véritablement à ce secteur, hein, pour certains. Ensuite, on peut passer au prix de vente moyen des appartements au mètre carré. Donc on présente, comme nos territoires sont très disparates, vous les connaissez, on raisonne plutôt en bassin d'activité plutôt qu'en ville avec ce document. Hein, donc on a la Bresse où on est un petit peu en dessous de 2000 €. On voyait Bourg-en-Bresse à 2000, mais là la Bresse après ça prend un spectre plus large de communes. La Dombes, hein, toujours dans l'Ain, 2500 €. Ensuite on voit que l'avant-pays savoyard est plutôt l'entrée, le ticket d'entrée en termes de budget, puisqu'on est environ à 1500 € par mètre carré sur ces communes-là. Alors évidemment, après, on a peut-être, c'est comme toujours, hein, quand on est sur des volumes importants, il y a des moyennes. Ensuite, on a bassin de Chambéry, qui est un petit peu en dessous de 3000 € par mètre carré. Aix-les-Bains, je vous le disais, mais ça, c'est le bassin d'Aix-les-Bains, ce qui explique qu'on n'est pas le même tarif que le budget que la slide d'avant. On était sur la commune, hein, donc là, c'est le Grand Lac plutôt. Voilà, le bassin d'Annecy. Alors, encore une fois, le bassin d'Annecy, ça pourrait faire sourire en disant, mais moi, je cherche à Annecy un logement, je ne trouve pas dans ces prix-là. Je vous rassure, effectivement. Mais, encore une fois, on a une découpe qui est beaucoup plus large, et dedans on peut intégrer des secteurs comme l'Albanais, etc., qui font finalement partie de ce bassin. Donc évidemment que ça vient corriger les valeurs qu'on a en tête quand on raisonne Annecy. Mais après il y a certains endroits à Annecy-le-Vieux où on va être à 10 000 € le mètre carré. Bon, donc évidemment c'est comme toujours, quand on présente des chiffres, il faut qu'on ait des moyens de représenter tous les secteurs, et ça nivelle un petit peu les choses, c'est bien normal. Le Léman aussi, qui est un endroit relativement qui est très large, hein, puisqu'on va de Évian jusqu'à Genève, enfin jusqu'au Genevois plus exactement, parce que Genève n'est pas inclus évidemment dans nos stats, on ne travaille pas sur des ventes en Suisse, mais sur le Genevois français, comme on dit. Et là, on est un petit peu en dessous de 3800 € le mètre carré sur ces données au 31 août 2022. Ensuite, les maisons, puisque là, on parlait de prix au mètre carré, mais là, on fait un focus plutôt sur les maisons. Alors, encore une fois, les maisons, c'est pareil. Quand vous avez des statistiques, on est sur des prix de vente moyens, mais on est sur des secteurs où on va dire, mais moi, je ne trouve pas une maison pour ce prix-là, ou au contraire, j'en ai trouvé une bien moins chère. Mais encore une fois, c'est un budget qu'il faut avoir en tête pour trouver une maison d'environ 120-125 mètres carrés, puisque c'est aussi à peu près sur cette taille-là, si vous voulez, de maison, ou 130 mètres carrés, que peut se retrouver, hein, voilà, même si il n'y a pas de vérité non plus définitive non plus dans ces chiffres annoncés, mais c'est un bon indicateur. Ça permet de voir que finalement, bien, dans tous nos territoires, il y a encore une fois des grands écarts, mais qu'il y a de nombreux endroits où c'est pas facile d'acheter, d'acquérir des maisons, puisque les budgets sont quand même relativement élevés, puisqu'il y a une forte demande, il n'y a pas beaucoup d'offres sur les maisons, et ça s'en ressent évidemment au niveau des prix. Il y a notamment un phénomène de beaucoup de frontaliers qui vont de plus en plus loin pour acquérir leur résidence principale. Ils ont un fort pouvoir d'achat. Avant, ils étaient plutôt concentrés, il y a des années, dans la couronne immédiate autour du canton de Genève, mais en réalité, ou un petit peu dans le pays de Gex, beaucoup dans le pays de Gex aussi, bien sûr, hein, donc dans l'Ain. Mais là, on a beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à aller, évidemment depuis déjà très longtemps, depuis qu'il y a l'autoroute, donc au moins 15 ans à Annecy, mais de plus en plus vers Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix et pratiquement jusqu'à Chambéry,
finalement, il y a 1 heure de route. Et avec l'avènement du télétravail, même si vous savez qu'il y a une remise en cause de cet accord pour les frontaliers qui vont normalement, mais peut-être ça sera prolongé, plus être autorisés à faire de télétravail à partir de la fin de l'année 2022, puisqu'il y a une tolérance sur 1 jour normalement par semaine, puisqu'au-delà, l'État français veut considérer que si les Suisses, les frontaliers travaillent sur le territoire français puis qu'ils ne vont pas du tout en Suisse, ils sont plus frontaliers en fait, voilà. Donc ils sont censés être imposés et ça veut dire que l'employeur suisse devrait payer des charges sociales en France. Alors quand on explique ça aux Suisses, eux, ils ont les cheveux qui se hérissent sur la tête, puisqu'en plus c'est un pays qui est très libéral et qui taxe quand même beaucoup moins d'une manière générale le travail notamment que la France. Donc à n'en pas douter, ils n'accepteront certainement pas et ça sera certainement la fin du télétravail. Donc je sais qu'il y a des instances qui cherchent à que ce soit le groupement des frontaliers, puis après, pour faire s'entendre entre le gouvernement suisse, le gouvernement français, etc., pour que ces phénomènes de niche, si vous voulez, finalement, un peu fiscal et organisationnel, soient quand même, je dirais, traités avec de la jugeote, que ça aille dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui, on trouverait quand même, à l'heure du télétravail, où on parle de crise climatique, crise de l'énergie, pollution, etc., ça serait quand même vraiment paradoxal pour tous les métiers qui peuvent faire 1 jour, 2 jours de télétravail dans la semaine, eh bien de leur supprimer complètement et de leur faire faire des centaines de kilomètres par semaine et par mois pour des questions finalement, oui, fiscales, mais au final, pour moi, ça ne changera pas grand-chose à la situation. Par contre, sur le plan économique et écologique, il y a vraiment un enjeu et il faut aller dans le bon sens, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est un message également que je voulais faire passer. Ensuite, le marché de la montagne. Donc je vais passer la parole à Bérangère Servat, qui est présidente adjointe de l'AFNAIM, qui est présidente directrice générale de CIS, donc spécialisée notamment avec des agences en montagne, mais également en plaine et dans tous les métiers de l'immobilier. Et Bérangère, qui intervient sur tout le secteur de la Savoie, que ce soit en plaine ou en montagne, va pouvoir vous présenter les chiffres de la montagne. Et puis, on sait qu'on aura, si on le souhaite, également un éclairage de Jean-Jacques Botta, qui est présent dans la salle et qui pourra certainement répondre à nos questions si on en a besoin. Voilà. C'est bon comme ça. Parfait. Oui, grande pression avec Jean-Jacques dans la salle. Il ne faut pas que je dise trop de bêtises. Non, donc la montagne, les prix de l'accession en station. Alors toujours très difficile de présenter de façon très globale la montagne, puisqu'on met sur le même plan à la fois Val d'Isère, Chamonix, le Grand Bornand, Valmorel, ou les arcs, voilà, donc c'est toujours des prix moyens. Il faut savoir que le marché de la montagne reste très dynamique, l'achat plaisir reste encore très soutenu, malgré les difficultés de trouver des biens à l'offre. Un studio aujourd'hui pour environ 20 mètres carrés, c'est 250 000 €. Les 2-3 pièces, 550 et les 3-4 pièces, 1 200 000. C'est des prix qui sont élevés. On a précisé que c'était des prix qui dépendaient, enfin ce que je disais, qui dépendaient vraiment des stations. La question que souvent on me pose, c'est mais est-ce qu'il y a encore un marché pour les studios à la montagne, puisque les gens cherchent des grandes surfaces, ce qui est vrai, mais en première acquisition pour son premier logement plaisir à la montagne, souvent les budgets sont petits, donc c'est vrai qu'on retrouve encore une demande soutenue sur les appartements 10 studios cabines qu'on peut trouver dans nos grandes stations grand domaine. Le prix moyen de l'accession en station, donc je vous ai donné les prix moyens au mètre carré, donc 3 374 et 426 000 pour un chalet en prix global. J'ai pas réussi réellement à vous donner de prix station de charme ou station grand domaine, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on analyse ça par station. C'est beaucoup plus pertinent, puisque sinon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir des prix moyens qui vont pas avoir beaucoup de sens. Donc si on regarde la slide suivante, et là c'est intéressant, donc on a fait un focus sur quelques stations. Alors cette année on a quelques cases qui sont marquées non communiquées, parce que effectivement le volume des ventes n'est pas suffisamment significatif pour vraiment donner une pertinence dans le prix moyen qui peut être sorti, puisqu'il peut y avoir, il suffit qu'il y ait un très beau chalet qui soit vendu très cher, et on va positionner la station avec un prix moyen qui n'est pas très bon. Donc à Avoria aujourd'hui, on est en appartement à 9 500 € le mètre carré.
Les chalets et maisons de village sont plutôt en prix à la bête à 4 200 000. Et pour devenir propriétaire à partir d'eux, et c'est peut-être ça qui est vraiment intéressant, 120 000 euros, puisque c'est là-dessus pour les premières acquisitions que l'on va retrouver nos clients qui ont envie de s'installer. Donc si on reprend, on a regardé, vous reprendrez les chiffres plus en détail tout à l'heure sur les supports que l'on vous a donnés. Donc vous voyez bien que finalement, dans les stations, on a des prix qui diffèrent vraiment par rapport à l'emplacement. Ça n'empêche qu'effectivement, les stations de charme, les stations village prennent vraiment beaucoup de volume par rapport à l'appétence des gens de venir s'installer. Et pourtant, les stations grand domaine ont réussi, on l'a vu cet été, à tenir leur place sur l'accueil des touristes. Voilà. Très bien. On fera après un focus sur la montagne en fin de présentation, mais là on a décidé de faire un focus sur le diagnostic. Tout à fait. Alors, diagnostic de performance énergétique, je vais donner la parole à Louis Mollard. Alors, pourquoi, en propos un peu introductifs sur ce thème, qui est évidemment un thème capital, qui est un thème d'actualité, le diagnostic de performance énergétique et d'une manière générale la loi climat et résilience qui va imposer de moderniser le parc locatif, puisque finalement il n'y a pas d'obligation à date sur moderniser le parc des propriétés pour les gens qui habitent leur propriété, mais pour le parc locatif, et pas le locatif en plus saisonnier ou de vacances, mais uniquement le locatif en résidence principale. Donc nous avons des classes de performance énergétique sur lesquelles on peut communiquer. Alors je vais donner la parole à Louis pour nous faire une petite présentation avec quelques graphiques. Tout a été dit. C'est vrai que c'est un sujet qui est très d'actualité, les enjeux sont réels et puis on le regardera dans les slides suivants, le calendrier arrive très vite, trop vite, on pourrait même le penser. Alors simplement sur les sources, vous regarderez, on est sur mars 2022, c'est les sources de l'ADEME, donc attention également, elles ont pu et elles ont évolué. Effectivement, on va regarder du côté des résidences principales de la chambre, dans la chambre. Et vous avez donc le graphique qui est très parlant. On est dans une région, quand on regarde Savoie, Haute-Savoie par rapport à la France, une région, mine de rien, plus touchée que la moyenne nationale. Quand on regarde le taux de passoire énergétique, on va osciller entre 17 et 19% suivant nos trois départements, contre une moyenne aux alentours de 17 en France. Également sur les logements, le taux de logement très énergivore, donc c'est au-delà de 450 kWh par mètre carré par an pour les sachants, donc c'est des très mauvais jets, si on doit synthétiser. On a effectivement également un taux assez élevé dans nos régions. Vous regardez qu'il y a de grosses disparités sur le petit schéma en bas à droite, sur la carte de France, suivant l'emplacement géographique et les spécificités départementales. On regarde l'arc méditerranéen ou la Corse, vous avez très peu, voire pas du tout, de logements énergivores, alors que certaines régions, centre de la France, nord et puis également un peu par chez nous, où on est plus touché par ce phénomène. Je vous invite à tourner la page, puisqu'on vous a fait un petit focus département par département sous forme de camembert. Classement énergétique des résidences principales dans l'Ain, donc vous avez un parc de 281 000 logements, pardon. Alors, ce qui va vous sauter peut-être aux yeux, en tout cas ce qui me saute aux yeux, c'est effectivement la proportion de logements mal classés. Quand j'entends mal classés, c'est ceux qui vont être soumis à plus ou moins moyen terme à des interdictions de louer et à de l'indécence énergétique. Aujourd'hui, vous avez 5400 logements dans l'Ain qui seront donc indécents dès le 1er janvier 2023. Donc c'est ce qu'on disait, supérieur à 450 kWh par mètre carré par an. Pardon. Et puis le graphique, information toujours à prendre avec un peu de recul, ce qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Les données datent de mars 2022, il y a une nouvelle version du DPE qui est sortie depuis 2021. Tous les diagnostics ne sont pas réalisés sur cette base aujourd'hui. Donc c'est des données qui s'affineront avec le temps. Ensuite, vous avez en Savoie. En Savoie, voilà. Avec des... La tendance est globalement la même quand vous regardez la distribution selon les classes. C'est surtout les bonnes classes, on en a peu. On est souvent sur soit des logements neufs qui bénéficient des dernières réglementations thermiques, ou alors des rénovations lourdes qui ont permis d'obtenir des meilleurs classements.
Oui, écoutez, rien de particulier sur ce slide. 5500 logements indécents au 1er janvier en Savoie, sur un parc de logements de 202 000. Ensuite, la Haute-Savoie, voilà. Oui, Haute-Savoie. C'est un peu pareil, les chiffres changent un petit peu, voilà. Et finalement, la proportion reste la même. En Haute-Savoie, effectivement, un parc de logements plus important, donc forcément plus de logements indécents à aller traiter dès le 1er janvier 2023. Il y a une homogénéité, alors malheureusement. Le tableau qui va peut-être plus vous intéresser, c'est le suivant, c'est le calendrier de la loi climat en copropriété, qu'on vous a un petit peu résumé, avec les échéances, comme je vous le disais, qui sont là. Hein. Le 1er janvier 2023, c'est dans 2 mois. Donc le calendrier de l'indécence énergétique dans la première colonne, et ensuite, suivant la taille des copropriétés, puisque là on a parlé du parc locatif, mais également en copropriété, deuxième lame, avec toute une série de documents qui vont devenir obligatoires et à faire dans les prochaines années. 1er janvier 2023, donc le fameux projet de plan pluriannuel de travaux. On rentrera dans les détails peut-être dans les questions, parce que c'est vrai que c'est tout de suite complexe. Le DPE collectif qui est également un dispositif qui va arriver dès le 1er janvier 2024. Remarquez qu'il y a un classement, un étalement dans le temps en fonction de la taille des copropriétés. Hein. C'est-à-dire qu'on va laisser plus de temps aux copropriétés de moins de 50 lots, donc les obligations arrivent tout de même à partir de 2025. Et effectivement, sur le calendrier de l'indécence énergétique, 1er janvier 2025, tous les logements G sont considérés comme indécents. 2028, c'est les logements F. Et il me semble 2034, c'est les logements en E. Entre-temps, vous avez, depuis août, le gel des loyers qui est effectif également pour les logements en F et G. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une mesure qui est effective dès à présent et dont les décrets sont sortis. Sur les DPE, je pense que ce sera plus intéressant d'avoir un échange en fin de séance, donc je laisse avancer. Très bien. Merci. Merci Louis pour cette intervention. Donc désormais, on peut parler du marché de l'immobilier de tourisme avec les données de G2A Consulting. Donc le bilan de l'été 2022, hein, avec des données chiffrées. Peut-être que Bérangère, de nouveau pour la montagne, tu peux faire une petite intervention, un petit commentaire rapide. Hein. Donc voilà, le bilan de l'été 2022 en montagne, c'est toujours intéressant, c'est vraiment très frais. Oui, tout à fait. Bon, globalement, donc G2A, c'est l'observatoire en fait sur le tourisme en montagne. Ils ont fait leur matinée vendredi dernier, donc on a vraiment des chiffres et une observation très intéressante, à la fois pour la fin de la saison d'été et aussi, on le regardera tout à l'heure, pour la préparation de la saison à venir, puisqu'on est en plein dans la préparation avant l'ouverture des stations. Un taux d'occupation de 49,3% qui est un tout petit peu en deçà de ce qu'on avait connu l'année précédente, en 2021. Alors l'explication est simple, hein, on a eu l'ouverture, la possibilité de voyager, donc les Français se sont un peu moins, puisque c'est une population très française en général qui vient l'été à la montagne, ont plus voyagé. Ce qui n'empêche que par contre, ce qu'on ne voit pas dans ces chiffres, mais qu'on a pu observer, c'est que le chiffre d'affaires a été largement maintenu, puisque globalement, les personnes qui sont venues, elles sont venues moins nombreuses, mais sont restées un tout petit peu plus longtemps. Donc l'un dans l'autre, ça a été un très bon été. On a aussi observé un point qui était important, c'est si pour la location, ils sont venus à la montagne, ils ont quand même fait attention à leurs dépenses de toutes les prestations annexes. Donc on a pu voir le panier moyen de consommation au niveau des restaurants, au niveau des services associés qui a été un petit peu contracté. Et là, on est directement lié aux problématiques de pouvoir d'achat qui ont commencé dès cet été. Voilà pour l'été, on pourra répondre à vos questions tout à l'heure. Sur la slide suivante, alors c'était pour faire un focus, la première slide, elles ne sont pas tout à fait identiques. Hein. La première, c'est la fréquentation générale à la montagne, hein, tout opérateur hébergeur confondu. Et le deuxième point, c'était le slide sur les agences immobilières et effectivement notre positionnement. Donc globalement, on a eu un taux d'occupation un peu moindre, mais c'est très classique à la montagne l'été, puisque en fait les propriétaires occupent quand même assez fréquemment les logements que l'on loue. Et donc on est dans l'équilibre du volume un peu en baisse de ce qu'on a pu constater en général sur les autres hébergeurs. Tout à fait. Alors les perspectives pour l'hiver 2022-2023.
Que va-t-il se passer cet Que va-t-il hiver se passer? J'entends que les réservations sont déjà battent leur plein et que les taux de remplissage sont déjà très en avance. C'est vrai, on a un très bon taux de remplissage et c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que bon, on se compare par rapport à l'hiver, par rapport à la préparation de l'hiver l'année dernière où on était très en deçà. Là, on se rend compte que globalement, les touristes qui ont envie de partir en vacances anticipent leur réservation. On est beaucoup moins en fait dans la réservation de dernière minute. Plusieurs raisons, et donc une qui est très importante quand on échange avec eux, c'est qu'ils ont tellement peur de voir nos prix augmenter qu'ils préfèrent réserver à l'avance pour se sécuriser. Par contre, aussi aujourd'hui, ils réservent un appartement ou une chambre d'hôtel, peu importe, pour venir en vacances. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pour l'instant plutôt mis en stand-by les réservations des forfaits de ski et de toutes les prestations annexes que l'on peut proposer. Déjà parce que bon, il y a certaines stations qui ne les ont pas forcément mis en vente parce qu'ils se posent la question de à quel prix, et aussi parce qu'ils se posent la question, je pense, nos touristes, de savoir s'ils vont skier toute la semaine ou quelques jours seulement en fonction des budgets qu'ils auront pour la montagne. Donc je vais plutôt le regarder là. Voilà. Sur les Alpes du Nord globalement, donc voilà, le taux d'occupation qui est pour les vacances d'hiver de 42,6% à date. Vous avez la courbe bleue qui est le taux de réservation de l'hiver 2022 sur la totalité de la saison, hein, et en jaune le taux de réservation de l'hiver 2021 à la même date. Alors, on voit bien, mais ça c'est très classique, que sur la fin de la saison, le taux de remplissage n'est pas très bon. C'est une source d'interrogation pour nous, pas forcément une source d'inquiétude, puisque c'est aussi des semaines qui se réservent en fin de saison un peu plus tard en fonction du taux d'enneigement qu'on pourra rencontrer. C'est pas contre toute attente, mais effectivement, comme d'habitude, on voit bien que les semaines de février sont vraiment très bien remplies. Et par contre, la première semaine, ce qu'on appelle la semaine 1, qui n'est plus la semaine des vacances scolaires pour la France, mais qui est la semaine encore de vacances pour les autres pays qui viennent nous voir, effectivement, est très bien remplie. Taux d'occupation de l'hiver date à date pour les agences immobilières. On est effectivement à 32,2%, c'est-à-dire 3,8% de plus que l'année dernière. Mais comme je vous expliquais, l'année dernière, on n'était pas forcément prêt. Et en plus, de toute façon, il y avait vraiment eu un retard dans les décisions en fait, de venir en vacances. Parfait. Alors, projection d'hiver. Les intentions de départ à un haut niveau. Donc, ils ont observé, je vous ai mis que quelques extraits, hein, l'intégralité de leur présentation est disponible sur leur site. Et donc, ils ont interrogé un panel pour savoir si les gens avaient l'intention de projeter des vacances en hiver, pas forcément à la montagne pour l'instant, mais en hiver. Donc 4 Français sur 10 ont décidé de partir, 4 Britanniques sur 10 ont décidé de partir, 3 Belges sur 10 partiront et 4 Néerlandaises sur 10 partiront. Pourquoi ils ont observé ces 4 nationalités? Parce que c'est celles qu'on rencontre beaucoup dans nos stations, et donc c'était intéressant de se projeter par rapport à eux. Et donc on a aussi, ça c'est, donc eux ils ont décidé de partir, et le travail que l'on doit tous faire nous vis-à-vis des clients qui vont venir à la montagne, c'est de traiter la problématique des indécis. Donc c'est toute la population, c'est tous les petits personnages jaunes où on se rend compte que 3 Français, etc., en fait ils sont encore indécis et ils ne savent pas s'ils vont partir en vacances ou pas. Et donc le travail en fait qu'on va devoir faire, c'est de leur donner envie de venir au ski cet hiver. Parfait. Le type de destination, donc la montagne, un potentiel toujours plus important pour les Français. 42% des Français ont décidé qu'ils partiraient à la montagne cet hiver. 9% des Britanniques, alors que c'est une population qu'on accueille en général beaucoup plus fréquemment. Mais on sent que la crise du pouvoir d'achat en Angleterre est très marquée. Il y a un énorme travail aussi qui est fait pour amener les Anglais au ski en train, puisqu'on voit que maintenant ils peuvent partir de Londres et arriver à Bourg-Saint-Maurice sans trop changer. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi, puisque c'est sûr que la problématique de l'environnement est très marquée et que les navettes d'avion qui circulent dans nos beaux départements commencent à être un peu délicates. Donc voilà. Les vacances habituelles, ça c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que 70% des gens qui partent l'hiver partiront dans la même destination que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc nous, dans les indécis, allons chercher ceux qui ont l'habitude de venir au ski pour pouvoir les amener, pour qu'ils puissent fréquenter. Parce qu'on sait que c'est important pour nos stations d'avoir des vacanciers avec nous. Parfait. Et puis c'est le dernier à retenir.
Et donc aujourd'hui, il y a plus 20,2% globalement d'avance. Alors on était au 7 octobre et ça continue de se remplir, c'est-à-dire que globalement, on a un mois d'avance de réservation, mais ça va pas nous faire... et ça nous fait 1,7% de fréquentation en plus sur une saison normale. Donc on savait que sur la saison par rapport à l'année dernière. L'année dernière, qui était déjà une saison exceptionnelle, je vois Jean-Jacques qui acquiesce, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir répondre à toute la demande, mais ça veut dire que cette année, ça va être... L'avantage de cette année, c'est que c'est un peu plus anticipé, donc voilà. On constate que l'année dernière, les gens ont eu envie de revenir, ils sont revenus massivement, mais un peu au dernier moment, puisqu'il y avait quand même pour certains des craintes encore de reconfinement, est-ce qu'on va réouvrir, est-ce que si, est-ce que là, ils étaient... Et puis les Anglais ne pouvaient pas venir au début, alors les stations n'étaient pas fermées, mais les Anglais ne pouvaient pas venir. Les Anglais ne pouvaient pas venir, effectivement. Là, on constate vraiment cette année qu'il y a une vraie anticipation avec une vraie envie de fond de revenir massivement à la montagne. Et on est ravis évidemment de cette situation et c'est clair que tous les professionnels de la montagne et nos adhérents s'en réjouissent et font un gros travail pour satisfaire la demande. Voilà. Sur un très haut niveau de fréquentation de l'année dernière. Oui. L'année dernière, c'était déjà un très haut. L'année dernière était déjà, comme le dit très bien Jean-Jacques Botta, une année déjà très faste, très importante en termes de fréquentation, une excellente année, c'est que tous les professionnels nous l'ont dit, ils ont vraiment fait une très belle année et cette année ça part sur de meilleurs auspices encore, donc ça veut dire que nos territoires sont encore et toujours très attractifs et on s'en réjouit bien entendu. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, c'est le terme de cette présentation, je dirais PowerPoint, mais maintenant on est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Déjà nous peut-être. Sur ce qui est sur le plan énergétique et du diagnostic, vous-même en tant qu'agent immobilier, vous n'êtes ni constructeur ni promoteur, comment vous pouvez avoir une action par rapport à l'amélioration de ce diagnostic? Alors, c'est une excellente question puisque c'est effectivement un enjeu prépondérant pour les prochaines années, pour nous dirigeants vis-à-vis déjà de nos collaborateurs. Puisque la première des choses, c'est de former et de sensibiliser nos collaborateurs à la loi climat et résilience et aux obligations qui en découlent, mais également comment, notamment en copropriété, savoir mener de A jusqu'à Z une rénovation énergétique quand c'est nécessaire, quand les copropriétaires le souhaitent et peuvent le financer. Mais c'est à nous d'arriver avec des solutions en quelque sorte clés en main qui vont de la présentation d'un avant-projet pour sensibiliser, une étude quelquefois, la présentation d'un cahier des charges par une entreprise spécialisée sur le bouquet de travaux à réaliser, ensuite avec les gains énergétiques, etc. La partie financement qu'il faut évidemment pas occulter puisque on peut mobiliser des subventions, ma prime rénov, en copropriété, également des déductions fiscales ou alors encore avoir recours à l'emprunt, soit à titre individuel, soit des possibilités d'emprunt collectif avec individualisation de la quote-part. C'est des produits bancaires qui sont bien rodés maintenant pour financer les copropriétés. Donc, et après, évidemment, rassurer également les syndicats de copro avec la professionnalisation des métiers ou avoir recours à de plus en plus, c'est ce que l'on fait, à des maîtres d'œuvre qui vont faire le suivi des travaux pour qu'ils soient menés à terme dans de bonnes conditions et que ça soit au final un succès. Donc là, on a vraiment un rôle déterminant, un rôle absolument pivot, d'une courroie de transmission entre le consommateur, le copropriétaire et puis les entreprises pour pouvoir mener à bien ces chantiers. Mais attention, ça sera très compliqué de les mener à grande échelle et dans des délais relativement courts qui nous sont opposés. Donc il ne faut pas voir que les professionnels veulent freiner des cas de fer, je pense pas, mais par contre, il faut avoir du pragmatisme et un réalisme parce que les calendriers qui sont annoncés par la loi climat et résilience paraissent absolument intenables parce qu'en fait, déjà, il faut les ressources en entreprise, parce qu'on a déjà le problème des entreprises qui ont pénurie d'ouvriers, de main-d'œuvre, etc. Les matières premières également. Il y a des délais, si vous voulez, quand on enclenche la machine en copropriété entre le moment où vous commencez à présenter un avant-projet et le moment où vous terminez les travaux.
même quand tout se passe bien, il se passe plusieurs années, surtout quand ce sont des gros chantiers. Et on a beaucoup de grosses copropriétés sur nos territoires avec pas mal de villes et qui ont construit à un moment donné dans les 30 Glorieuses des bars, etc. Vous voyez, des tours et autres qui sont quand même peu performantes sur le plan énergétique et puis qui sont de gros chantiers, qui ne sont pas toujours faciles à faire décider, à faire voter, où il y a pas mal de bailleurs, alors qui seront peut-être plus intéressés qu'avant les bailleurs, parce qu'on disait les bailleurs avant ils voulaient jamais faire de travaux. Maintenant évidemment ils vont peut-être être obligés, mais on peut aussi avoir d'un autre côté certains copropriétaires occupants qui seront peut-être là pour freiner aussi des cas de fer, parce qu'il faut voir que les montants sont très importants, que les quotes-parts sont grosses. On avait d'ailleurs fait une présentation à la précédente conférence de presse sur les budgets à peu près médians qu'il fallait pour faire une rénovation énergétique sur un T1, un T2, un T4, T5. Ça allait sur des fourchettes de 10-15 000 euros minimum pour les studios à jusqu'à 30 000 euros, voire plus, sur des grands logements. Donc, on ne trouve pas l'argent comme ça complètement par hasard. Et il y a des personnes, notamment des personnes âgées ou autres, qui vont peut-être se dire « mais moi, j'ai pas forcément envie de voter les travaux ». Et là, d'ailleurs, il va falloir faire s'entendre tout le monde, puisque les bailleurs qui auront besoin de moderniser s'ils veulent continuer à louer vont peut-être pousser un petit peu plus. Ça va créer des situations qu'il faudra arriver à solutionner, tout en sachant que on a de toute façon un chantier colossal. Enfin, c'est vraiment énorme et bien sûr qu'il y a aussi des travaux qui peuvent se faire, comme vous disiez les professionnels, au niveau de ceux qui exercent la gestion locative, parce que tout ne se fait pas au niveau de la copropriété. Il y a aussi possibilité de faire des travaux, par contre, où vous décidez avec votre mandant, mais là, c'est plus un arbitrage, une analyse patrimoniale, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'avec l'investissement que vous allez mettre, vous allez pouvoir le financer et finalement après, parce que c'est simplement pour continuer à louer, c'est même pas spécialement pour louer plus cher, etc. Donc il faut voir que c'est pas toujours évident. Donc certains, je pense, que vont prendre la décision de vendre leurs biens, tout simplement, parce qu'ils n'auront pas la possibilité. Ben oui, quand vous avez un certain âge, pas forcément une grosse retraite, etc. S'il faut mettre 30 000 euros dans un bien, vous avez un petit logement, vous avez investi à X années, etc. Vous le louez, ça ne fait pas de tous ces gens-là des rentiers, des milliardaires, etc. Donc en fait, il faut évidemment que tout ça soit analysé. Donc il y a des travaux qui pourront se faire, d'autres qui ne se feront pas, mais ça va peut-être avoir aussi une tendance à fluidifier le marché, parce que je pense que certains vont être contraints de vendre, ou par choix vont vendre, peut-être des investisseurs, 2 appartements, sinon plusieurs, en racheter un autre neuf, ou alors mettre l'argent ailleurs, et peut-être des acquéreurs vont se dire, nous on va acheter moins cher, du coup ça va peut-être faire baisser un petit peu les prix de certains logements qui sont mal notés, si vous voulez, qui sont définis comme des passoires énergétiques, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais du coup, certains vont acheter et vont mettre l'argent, parce qu'ils auront prévu ça dans leur business plan, dans leur projet d'investissement sur le long terme. Également les primo-accédants qui vont certainement pouvoir, pour certains, acheter un petit peu moins cher, faire eux-mêmes les travaux. Et à ce moment-là, le tout, c'est qu'il y ait aussi que le marché ne se bloque pas. Et je pense que ça sera aussi le moyen, in fine, d'obtenir des performances en rénovation énergétique. Et du coup, vous n'attendez pas à ce que le stock d'appartements en location baisse ? C'est sûr que si on a des biens qui sont retirés de la location parce que ils sont plus louables, parce que la loi interdit de relouer, parce que évidemment que ça va poser un problème. Donc c'est effectivement aussi ce genre de réflexion qu'on veut mener au niveau de la Fédération nationale de l'immobilier et avec nos représentants fédéraux auprès des pouvoirs publics pour aussi démontrer et expliquer que le calendrier n'est pas tenable à date et qu'on ne va pas aussi laisser les gens, à un moment donné, il y a déjà une pénurie de logements dans la plupart des territoires en France. C'est pas une vue de l'esprit, une pénurie de logements. Et spécialement sur nos territoires Savoie, Haute-Savoie. Notamment dans des villes où la vacance locative est nulle ou presque, où les prix font que c'est compliqué de se loger. Donc les logements qui sont moins bien isolés sont aussi souvent ceux qui sont un petit peu moins chers, parce que c'est pas forcément avec des exceptions quand on est en centre-ville, dans des immeubles un peu bourgeois ou haussmanniens, etc. Dans certaines villes,
Ils sont mal notés énergétiquement, mais ils sont très recherchés quand même, parce qu'ils ont un cachet, ils sont très bien placés, ils sont cœur de ville, etc. Mais autrement, vous avez aussi dans les premières couronnes des biens mal isolés, peu performants. Ce sont aussi des endroits où les gens ne sont pas les plus favorisés quand même de nos territoires. Donc si en plus de ça, ils savent déjà pas tellement comment se loger, si en plus de ça, après, les bailleurs ne peuvent plus relouer, ça posera un problème. Donc c'est vrai qu'il va falloir certainement réviser, à mon avis, le calendrier ou changer les modalités d'application de la loi, puisqu'il n'est pas question non plus de freiner les cas de fer devant cette loi qui est malgré tout une évidence devant les évolutions sociétales et de ce que l'on vit sur notre belle planète. Il sera une incidence sur la mobilité de l'emploi aussi. Une incidence... Les gens refuseront des mutations, des nouveaux emplois du fait du manque de logement. Oui, spécialement, c'est déjà un problème, hein. Yves, tu as raison de le signaler, parce que c'est vrai que c'est déjà un problème aujourd'hui où il y a des collaborateurs qui ne veulent pas venir dans nos régions parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, où ils n'arrivent pas à se loger au prix proposé, au prix du marché, absolument. Bien, oui. Est-ce qu'on a une petite idée des prix au mètre carré sur Annecy-Ville? Parce que là, c'est à Lyon. Hein. Et sur Chambéry, ah, on n'a pas fait de... Alors, Annecy-Ville, si, on avait fait une slide. Regardez, c'est dans ce tableau-là, le tableau des vins. Non, mais là, on est sur Annecy. En numéro 1, c'est Annecy. Mais c'est la commune réunifiée. C'est la commune réunifiée. Après, vous voulez dire Annecy, ex-Annecy, Annecy-Ville. D'accord. On est plus à... on est plus au-delà de 5005. Hein. Plus autour de 5005, oui. Ouais, entre 5005 et 6000. Oui. Non, entre 5005 et 6000. Ouais, alors après, il faut voir que sur les volumes... Ah non, effectivement, non, voilà. Non, le 9... On est que dans l'ancien. Non, le 9, on est à plus de 6 000. Hein. Ah, plus que ça. Même 7-8 000 sur les endroits. Après, il y a même des endroits où ça peut être 10 000. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez certains endroits dans les plus prisés de la ville, que vous soyez dans l'ancien ou dans le neuf, même sur des immeubles qui sont pas forcément rénovés. Vous prenez à Petit Port, avec vue sur le lac, une résidence de 1970 à laquelle je pense, qui n'a pas forcément... qui est très bien placé, les appartements sont sympas, mais c'est pas moderne, c'est pas rénové, il y a plein de choses à faire, etc. Et c'est 9 ou 10 000 euros le mètre carré. Bon. Donc voilà, bien entendu. Après, encore une fois, on peut répondre à certaines questions précises de tel endroit à tel endroit, mais après, c'est certain que quand on présente une slide comme ça, il faut que c'est très large. Et il y a aussi, et voilà, c'est un territoire. Et il y a aussi des endroits un peu plus reculés, on est à une demi-heure, 25 minutes, etc. Des logements un peu en mauvais état. Enfin, il y a aussi tout ça qui se vend, hein, finalement. Après, c'est pas forcément ce que les gens cherchent en premier lieu, mais il y en a qui le cherchent ou qui n'ont pas le choix d'acheter autre chose que ça. Pour les stations, le plat, celles qu'on avait là, elles n'y étaient pas toutes. Donc, comment est fait le choix? Parce que Val d'Isère à 17 000, on n'a pas Courchevel, par exemple. Alors, on fait des présentations suivant les années. En fait, on tourne un petit peu, si vous voulez, parce que, je vais revenir dessus, parce que c'est en fonction de bassins identifiés, enfin de stations identifiées dans lesquelles également on a des professionnels, on a des remontées de chiffres, etc. Et puis on fait un petit peu tourner, si vous voulez. Donc là, on a eu un petit peu du mal à avoir certains chiffres sur certaines stations parce que, comme disait Bérangère, on a eu des volumes qui étaient très faibles à certains endroits, parce qu'il faut savoir qu'en montagne, le marché se limite quand même. Il y a très très peu de neufs, déjà, pour commencer. Et deuxièmement, il y a très peu d'offres. Les gens qui possèdent un bien en montagne, ils sont tellement contents de l'avoir qu'ils n'ont pas envie de le vendre. Ou ils se disent que c'est pas le moment de le vendre, que de toute façon ça prend de la valeur. Ou alors s'ils veulent le vendre, c'est pour acheter quelque chose de plus grand. Uniquement. Et d'ailleurs, et qui ne trouvent pas forcément. Donc en fait, on est plus dans un marché un peu sclérosé, qui manque de fluidité, et c'est pour ça que ça tire les prix vers le haut, ça c'est une certitude, mais que les volumes sont faibles. Et d'ailleurs, on a des remontées de nos adhérents dans ces stations, effectivement. On s'est rendu compte qu'une grande partie des ventes se fait, Jean-Jacques, je pense que vous pourrez le confirmer, se fait très 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 vite. Alors parfois, on n'a même pas le temps de mettre le bien en ligne, puisqu'on a tellement d'acquéreurs potentiels sur les biens que les vendeurs n'ont pas forcément le temps de faire la publicité de leur annonce pour pouvoir commercialiser derrière. C'est bon sur le marché pénurie. Hein. C'est clair. Hein. Voilà, ça depuis 2 ans, à peu près. Hein.
Et on ne voit pas comment ce marché de pénurie pourrait se transcender à un moment donné ou à un autre. Alors les programmes neufs, il y en a, je trouve, relativement beaucoup, entre guillemets, beaucoup, entre guillemets, parce qu'en nombre ça en fait peu, mais par rapport à d'autres années en arrière, il y a eu quand même du foncier qui s'est plus ou moins libéré par les communes. C'est-à-dire que les communes raisonnaient beaucoup à 5 ans par rapport à des taux d'occupation et de remplissage. Donc ils étaient très fermes sur la notion de résidence de tourisme, etc. Sauf que ce produit intéressait de moins en moins de clients. Et donc à un moment donné, il a bien fallu libérer un petit peu tout ça, et on assiste aujourd'hui à une libération du foncier sur de la copropriété traditionnelle, et qui a, lui, alors pour le coup, des acteurs en potentiel, avec des prix qui sont extrêmement élevés, notamment du point de vue des nouvelles normes énergétiques. En montagne, imaginez, on a vu la côte, la Corse, où il n'y avait rien du tout. Si vous montez à 2000 mètres d'altitude, c'est sûr que les VPE, c'est encore moins bon. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. C'est typiquement sur un marché féminin. Oui, excusez-moi, parce que monsieur avait levé la main, après ça sera à vous, je vous donne la parole juste après. Oui, je vous écoute. La nécessité d'accompagnement en fait, sur le fait de gagner en expertise sur des nouvelles problématiques comme l'énergie, etc. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'itération, il y a un plan d'accompagnement qui est prévu? Alors oui, absolument. Il y a déjà un grand mouvement qui s'appelle les coprovertes qui a été initié il y a déjà un certain temps, avec notamment la FNAIM qui était partie prenante au plan fédéral, et puis avec d'autres organismes, pour créer en fait un plan de formation qui était pris en charge par les C2E, si vous voulez, les certificats d'économie d'énergie, que les obligés se doivent de financer pour des actions vertueuses de manière générale dans le domaine du logement. Donc en fait, ce plan de formation coproverte a permis de former de nombreux collaborateurs et de devenir experts en rénovation énergétique, par exemple. Et puis il y a, au-delà de ce programme-là, toujours des formations auprès de l'ESI, donc l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école de la FNAIM, qui fait des formations en initiale sur Paris, mais également qui dispense des formations dans les chambres, en fait. Donc nous avons à Métessy notre salle de réunion du conseil d'administration de la FNAIM, où on tient une vingtaine de formations par an, et sur tous les thèmes, dont la rénovation énergétique. Donc c'est à ce niveau-là. Et puis après, je dirais aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une assemblée générale avec de nombreux confrères et consoeurs, le dialogue, c'est aussi de leur dire, c'est à nous de former nos équipes, c'est à nous en interne, sans faire forcément toujours une journée de formation, mais c'est d'avoir un discours qui aille dans ce sens-là, qui soit pédagogique, formateur et sensibilisateur de ces préoccupations. Et ce discours à l'attention des publics qui sont finalement les adultes, parce que c'est important pour eux aussi de savoir qu'ils vont être entre les mains de gens qui connaissent bien la situation, entre le fait d'évangéliser votre troupe et le fait de le faire savoir de façon plus globale, au nom de la FNAIM, c'est quelque chose qui peut avoir ce sens? Pour les clients, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Je pense, moi je le constate sur le terrain, c'est-à-dire que quand vous savez de quoi vous parlez et que vous présentez des choses qui sont viables, c'est-à-dire que vous présentez un bouquet de travaux, vous dites voilà, ça va pouvoir se financer comme ça, les taux d'intérêt sont bas, même si là on connaît une hausse depuis quelques mois, mais malgré tout ils sont encore en dessous de l'inflation, les prix des matériaux ne cessent d'augmenter, etc. Donc quand on finance les choses et qu'on dit vous empruntez sur 10 ans, ça va vous coûter tant, mais au final vous allez aussi valoriser votre patrimoine, puisque déjà aujourd'hui il va y avoir une obligation, c'est de pouvoir continuer à louer pour certains des logements relativement rapidement. Pour d'autres, ça sera, mais ça passe très vite. Même ceux qui sont aujourd'hui plutôt pas mal notés, il y a quand même des échéances qui sont à 10 ans pour des biens je dirais en D, quoi. Donc en fait, ça va vite. Et du coup, quand on leur présente les choses comme ça, c'est clair que les copropriétaires, surtout dans des secteurs où on a la chance d'avoir plutôt quand même un tissu économique relativement puissant, aisé, on est sur des régions quand même plutôt à l'aise, donc on a moins de problèmes à mon avis qu'à certains autres endroits de France pour initier des rénovations. D'ailleurs, il y en a quand même déjà beaucoup qui ont vu le jour, qui ont été faites, d'autres qui sont dans les cartons. Et c'est clair que, en tant que professionnel, on est vraiment bien placé pour répondre à cette préoccupation. Et je pense notamment que les particuliers ont de plus en plus de mal. Moi, je connais un syndic qui gère lui-même sa copro, mais c'est une connaissance parce qu'il l'a toujours fait. Et puis voilà. Mais de plus en plus, il s'adresse à moi, il me dit, voilà, faut négocier les contrats
de gaz, d'électricité, on ne sait pas si on va faire une bêtise ou pas, c'est compliqué, on me demande de rénover, mais je ne sais pas comment y prendre, etc. Vous imaginez maintenant le non-professionnel, il s'en sort absolument plus, et c'est clair qu'il va falloir, à mon sens, recourir de plus en plus dans ces domaines à des professionnels, que ce soit en gestion locative, en syndic, mais bon, également en transaction, puisqu'il y a aussi une expertise à avoir, puisque quand on achète, il faut acheter le bon bien et être bien conseillé en amont. Et justement, comment réagissent pour vous les financiers, parce qu'ils vont être mis au premier plan, déjà qu'aujourd'hui ils sont relativement frileux sur certaines acquisitions par rapport à des taux de jour, des choses comme ça. Donc là, on va partir sur une discussion, à un moment donné, ça va être juste une obligation. Votre sentiment sur les financeurs, les prescripteurs d'un point de vue financier? Alors c'est vrai que les financeurs sont un peu plus frileux, même si là le taux d'usure a été réévalué, remonté récemment, donc ça permet de redonner un petit peu d'air quand même pour tout ce qui est déblocage de prêts, notamment pour des primo-accédants qui se retrouvaient de plus en plus coupés un petit peu de la possibilité d'acquérir. Moi, je pense que on a toujours, c'est assez cyclique de toute façon au niveau des banques et des financeurs. Donc, on a des moments où il serre un petit peu le verrou, il serre la vis, etc. Après, ça se détend et au final, de toute façon, c'est le dynamisme du marché, à mon avis, qui va faire et le dynamisme d'un territoire qui fera que derrière, ça suivra. Moi, c'est ce que je pense. Et qu'après, ça sera une question de flécher des priorités, de faire plutôt ça qu'autre chose. On parlait des vacances, des choses comme ça, mais à un moment donné, peut-être aussi que certains vont faire plus d'efforts parce qu'ils n'auront pas le choix, ou d'arbitrer, comme je disais, changer d'idée, vendre. Voilà. Après, les financeurs, je pense qu'il y en aura quand même. Après, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué si les taux continuent de monter, si ça se tend un petit peu, ça sera peut-être plus compliqué, c'est possible. Alors, les financeurs ont développé des outils spéciaux dans le cadre de ces rénovations énergétiques. Alors, il y en a plusieurs sur le marché. On a les éco-prêts, CoPro, PTZ, les prêts à taux zéro, Voilà, donc il y a des outils qui existent et qui sont plus simples à mettre en œuvre par justement le biais de la copropriété, avec des conditions plus assouplies qui prennent moins en compte la situation matrimoniale de chacun, ou l'âge qui est beaucoup plus souple. Je crois qu'il faut avoir remboursé pour ses 82 ans, j'ai eu le cas dans un dossier. Donc vous voyez, on essaye quand même d'inciter... Non, bah, c'est appréciable. Hein. Alors, je précise, sur des prêts de durée courte, entre 5 à 10 ans au maximum. Voilà. Je peut-être du tout. Très bien. Est-ce qu'il manque une... Peut-être on peut prendre... Il y a la question de monsieur, bien sûr, et puis après madame, et puis je pense qu'après il faudra qu'on termine la séance, puisqu'on a un programme qui continue ensuite dans la continuité. Le micro peut-être pour monsieur, oui. Allô? Ah, il marche pas le micro? Je m'entends pas en... Ok. Je voulais simplement savoir sur Grand Lac, Grand Chambéry, dans le marché de la transaction, comment vous évaluez la hausse ou la stabilisation des prix sur les mois à venir? On est sur des prix qui sont déjà assez élevés. Est-ce qu'il y a manière d'expliquer un peu ce qui va se passer, ou en tout cas d'essayer d'anticiper un peu Et puis j'avais une deuxième question qui allait un peu plus loin, c'est de savoir s'il y a un prix critique sur ces bassins de vie. Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un prix qui arrivera à un certain seuil où on n'aura plus personne pour acheter parce que ce sera vraiment trop cher par rapport à ce qu'on a connu, quoi. Bien, je vais le reprendre. Oui, c'est ça, mais... Je parlais du micro. L'explication de pourquoi les prix ont augmenté aujourd'hui sur Grand Lac, Grand Chambéry, c'est effectivement la raréfaction de l'offre en premier, c'est la contraction du neuf aussi, qui est très importante et qui a vu se réduire fortement les offres disponibles. Si on prend l'exemple de Grand Chambéry, on a pris en 3, 4, 5 ans, on a pris plus de 30% d'augmentation, je pense, globalement. C'est sur le neuf, c'est sûr, et sur l'ancien, à peu près aussi. Donc voilà, donc on a à la fois une contraction de l'offre qui est vraiment marquée, et puis un territoire qui est très dynamique et qui continue d'attirer énormément les populations. Beaucoup de gens veulent venir vivre sur nos territoires. On a vu aussi des villes qui étaient, on parle d'Aix, Chambéry, voilà, mais on voit que toutes les villes autour sont très dynamiques et elles ont aussi une qualité de vie en fait qui répond à l'attente de beaucoup. Même un territoire donc,
dont on parle peu et qui s'est dynamisé cette dernière année quasiment, on va dire ça fait 18 mois, c'est l'avant Pays Savoyard, où on voit bien que même si son prix d'entrée reste relativement bas, il a aussi fortement augmenté parce que on a toute une population lyonnaise qui vient s'installer aussi sur ce territoire-là, parce que finalement on reste avec des accès autoroutiers et différents modes de transport qui sont facilités. Après, pour répondre à votre dernière question, c'est difficile. Le prix critique, il est où? Je ne sais pas vous dire. Je prends l'exemple si on prend l'exemple, dans le neuf, parce que j'ai les prix en tête, mais il y a 2 ans, on était à 3 600 € le mètre carré moyen à Chambéry, on est passé à plus de 4 000. Et on continue, aujourd'hui, on continue d'être très très dynamique sur les rythmes de commercialisation. Donc, et ça a fait monter bien évidemment les prix de l'ancien. Donc aujourd'hui, c'est difficile à dire. Il y a forcément à un moment donné un niveau critique. L'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'était lié à la question de monsieur tout à l'heure, c'est la capacité de pouvoir se faire financer. La réalité est là, c'est qu'aujourd'hui, les prix augmentant, on va rendre difficile l'accès à la propriété aux jeunes ménages, aux revenus plus modestes, et ça c'est une réalité que l'on va rencontrer, parce que effectivement le panier, en fait le niveau de vie est ce qu'il est, et puis c'est surtout que la capacité financière des ménages n'est pas forcément extensible. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas de réponse, on est tous en interrogation à la FNAIM, à la FPI, sur se demander comment vont évoluer le marché et qu'est-ce que sera le marché en 2023. Oui. Bien. Merci. Madame, vous avez une question? Vous avez mis nombre de ventes sur 12 mois. Non, c'est juste un détail. Nombre de ventes sur 12 mois, mais c'était arrêté quand? Alors ça dépend, parce que les tableaux ne sont pas tous exactement les mêmes. Vous pouvez me dire la page? Nombre de ventes, c'est la page 11. La page 11? C'est sur les 12 derniers mois, en fait, c'est arrêté au mois d'août. C'est les 12 mois glissants. C'est les 12 mois glissants, parce que là, on n'a pas, oui, parce que c'est pas octobre, là, c'est le temps, si vous voulez, de l'édition des chiffres. Bien, est-ce que chacune... Monsieur, je pense pas qu'on ait une baisse de prix. Ah non, moi je pense pas. Ah non. Surtout qu'on a un apport de clientèle extérieure avec le télétravail, on a beaucoup de gens qui viennent de Lyon, en résidence principale de Paris. Non, ça va au moins. Vous vendez un appartement sur Paris, vous avez un pouvoir d'achat. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gros pouvoir d'achat en vendant Paris, et Paris, on voit qu'il y a eu une défection quand même de Paris, puisque c'est le seul territoire en France depuis le Covid qui a eu une légère baisse au niveau des prix. Alors qu'il y a eu des augmentations sur tous les territoires, a fortiori ceux qui se situent à moins de 2 heures de TGV, je pense notamment au territoire Loire-Atlantique, toute la couronne à 1 heure de Paris, un peu partout en TGV. Je le disais tout à l'heure, jusqu'à Bourg-en-Bresse. Voilà, donc en fait, on sait bien que quand vous avez des gens à fort pouvoir d'achat qui cherchent à quitter un lieu et à aller ailleurs, ils ont de quoi acheter, et ça tire le marché vers le haut. Encore les Parisiens. Oui, des familles, oui, bien souvent. Oui. Il y a de tout. Hein. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, on est à disposition. Vous savez qu'on a des référents par bassin d'activité, puisque nos départements sont très riches, sont très variés. Donc, ça peut être la montagne, ça peut être certains bassins spécifiques. Donc, si vous avez envie, après, éventuellement, de faire un interview avec quelqu'un qui est spécialiste sur un domaine, sur un secteur, pour avoir des précisions, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou même plus tard, vous pouvez contacter la Chambre. Ou Thierry Barret, qui est notre attaché de presse et qui s'occupe de nous flécher tous les contacts et de répondre comme ça à toutes les questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Bon après-midi et à bientôt.